Bienvenue sur CIV 225+, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des informations clés et des analyses politiques de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet majeur qui fait débat dans la sous-région, l'extraction de Damiba, perçue comme un véritable test de loyauté pour le Togo. Contexte, enjeux diplomatiques et répercussions politiques seront au cœur de notre discussion. Restez connectés pour une analyse claire et sans détour sur les faits. Sandaogo Damiba a franchi un nouveau seuil politique et médiatique. Après avoir accusé l'ancien chef de la transition d'implication dans une tentative de déstabilisation, les autorités du Burkina Faso ont diffusé à la télévision nationale une série d'aveux attribués à des participants présumés à cette tentative de coup d'État. Ces images largement relayées ne concernent plus uniquement la scène politique burkinabé, elles produisent des effets à l'intérieur du Burkina Faso, sur la scène internationale et surtout au Togo où réside Damiba. Dès lors, l'enjeu change de nature. Les aveux télévisés rendent-ils l'extradition inévitable? Transforment-ils la position du Togo en test de loyauté régionale vis-à-vis de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Voilà, mesdames et messieurs, le contexte est posé. Rentrons dans le vif du sujet avec vous, monsieur. Alors, commençons tout de suite. Alors, on va remonter un peu dans le temps, parce que c'est important de connaître la position du Togo, l'historique du Togo, concernant le Burkina Faso, concernant les pays de l'AES. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour? Quelle lecture faites-vous, notamment du positionnement du Togo? Le Togo, qui est membre de la CEDEAO, avec les 3 pays membres de l'Alliance qui ont quitté la CEDEAO, quand on observe la position de ce pays, les autorités togolaises ont fait preuve de modération par rapport à l'ensemble des États de la CEDEAO. D'abord, vis-à-vis du Niger, lorsque, dans sa hargne, la CEDEAO, qui était d'ailleurs incapable de défendre le Mali, lorsque celui-ci a été envahi, et qui a trouvé des ailes pour voler vers l'invasion du Niger, eh bien, le Togo, lui, a tempéré la position des uns et des autres, prenant ainsi la défense du Niger, qui va devenir par la suite membre de l'Alliance. Les 3 pays regroupés dans la charte de l'Ipoko Gourma, qui va créer donc l'Alliance, eh bien, le Togo, d'ailleurs, il faut savoir que le Togo, le port autonome de Lomé, qui est la voie de passage des 3 pays de l'Alliance, puisque le port d'Abidjan commence à poser quelques problèmes à ces 3 pays, eh bien, le Togo exprime une bonne position par rapport à ces pays de l'Alliance, et particulièrement le plus proche, le Burkina Faso. Baba, je me retourne vers vous. C'est vrai que c'est important de poser les bases, parce qu'aujourd'hui on parle du Togo concernant cette affaire-là qui n'est plus une affaire donc juste burkinabé, mais c'est une affaire régionale, et notamment le Togo est pointé du doigt parce que Damiba se retrouve et au Togo depuis déjà quelques années, depuis au moins 3 ans. Donc comment on peut positionner, comment on positionne le Togo en Afrique de l'Ouest, et notamment au sein de l'AES? Oui, au sein de l'AES, je vais prendre d'abord la CEDEAO, vu que Damiba, quand il a été Damiba, quand il y a eu le coup d'État contre Damiba, c'était en 2022. À l'époque, l'AES n'existait pas, et c'était la CEDEAO qui avait... parce qu'il faut se rappeler que quand Damiba, il y a eu ce coup d'État, il y a eu ce risque de confrontation entre les troupes de Damiba contre Ibé Traoré. Il y a eu une négociation après par la CEDEAO, et forcément, dans les négociations, il y a eu ce qu'on appelle, dans les négociations, il y a eu l'amnistie, on veut dire, autour de Damiba, et aussi la CEDEAO a cherché un pays. Et donc c'était le Togo à ce moment-là. Donc c'était vraiment dans un cadre régional CEDEAO qui a permis à ce que... Pourquoi c'est important de le dire aujourd'hui, parce que tout simplement... On peut faire des amalgames? Oui, on peut faire l'amalgame. C'est-à-dire que 2 années plus tard, l'AES existe. Damiba, qui a dû ce qui est la convention ou la signature, en tout cas, ce pourquoi il est au Togo, le souci maintenant, c'est un souci entre l'AES et la CEDEAO. Ce n'est pas complètement, je veux dire, le Togo. Maintenant, soit le Togo extradit, et on va, du côté de la CEDEAO, on va l'accuser d'être complètement AES. Il n'extradit pas Damiba, et c'est là où on va accuser le Togo d'être pro-CEDEAO. Donc c'est pour ça qu'il y a cette balance. Et juste historiquement, la CEDEAO, pas la CEDEAO, le Togo, dans son rôle au niveau de la CEDEAO, a toujours été médiateur. Donc toujours entre les 2 chaises, assez nuancées, et que ce soit les différents coups d'État qui ont eu lieu dans la région de l'AES, le Togo était toujours en première ligne pour aller chercher à négocier avec ces différents... Monsieur Cham, vous avez la même vision, ces 2 messieurs? Oui, j'ai la même concernant vision. Le Togo? Oui, concernant le Togo, c'est vrai que j'ai la même vision. Le Togo est un pays qui a une diplomatie assez modérée, et disons que le Togo joue un peu
un rôle de médiateur. Parce que quand vous voyez par exemple la situation du Togo, géographiquement, elle est bien positionnée. Le consultant parlait justement de port, et justement le Togo a un port en eau profonde qui permet justement d'être beaucoup plus productif, de pouvoir acheminer les produits de manière plus rapide, notamment à travers des grands navires qui peuvent amérer directement. Donc c'est un port important, notamment pour les pays de l'AES qui sont un peu enclavés au niveau économique. Donc du coup, avoir cette position-là du Togo comme étant port pour les pays de l'AES, c'est hyper important et c'est hyper stratégique pour le Togo et surtout pour les pays de l'AES. Après, il y a aussi les défis sécuritaires parce que le Togo aussi a, par exemple, sur sa zone un peu nord-ouest, a des défis sécuritaires majeurs. Donc le fait justement d'avoir une relation entre le Togo et l'AES permet justement d'avoir une lutte collective, notamment pour les problèmes de terrorisme, notamment dans la zone AES, mais surtout dans la zone aussi du Togo. Donc à mon niveau, je pense que le Togo a un rôle de médiateur intéressant à jouer. Et on parlait d'historique aussi, c'est vrai que le Togo est un pays un peu médiateur, c'est un pays pragmatique. Il essaye un peu de... Il y a eu tout dernièrement une récente conférence où on a invité des ministres des Affaires étrangères de l'AES qui sont venus pour parler justement de tout ce qui est digitalisation des douanes. Donc je pense que le Togo joue un rôle pragmatique, un rôle de modérateur dans une période où les relations entre l'AES et la CEDEAO sont un peu compliquées. Donc je pense que la porte du Togo est ouverte, mais en tout cas ils ont une diplomatie beaucoup plus de terrain, en tout cas beaucoup plus pragmatique, je dirais. C'est vrai que le Togo a affirmé sa position en 2023 lorsque la CEDEAO avait, entre guillemets, voulu envahir effectivement le Niger. Le Togo a dit ah non, stop, on arrête, on discute, c'est un pays frère. Et c'est là que le Togo finalement s'est affirmé et surtout s'est positionné en faveur d'une Afrique unie, en faveur des pays de tout. Des pays africains en général, des pays de l'Alliance en particulier. Parce que bon, lorsqu'un pays africain, quel qu'il soit, adopte ce type de position, eh ben, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Parce que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains, par les pays africains. Voilà qu'un pays, en l'occurrence le Togo, face à un problème, le problème du lieutenant-colonel Damida, qui se retrouve aujourd'hui à Lomé, et qui pose problème. Parce que ce n'est pas la première fois. Ça fait déjà la deuxième fois qu'il est mêlé dans une tentative de renversement du gouvernement burkinabé. Et non seulement ça, il est établi, selon les informations que nous avons, selon ce qui est dit, qu'il a projeté d'éliminer physiquement le chef de l'État et son entourage, et avec une liste assez longue de burkinabés qu'il fallait éliminer. Alors, ayant appris cela, eh bien, le Togo se pose des questions. Alors, nous sommes amenés à nous dire ceci. C'est possible qu'entre les... Bon, je ne suis pas dans le secret des services de renseignement, mais je m'aventure pour dire qu'il est possible qu'il y ait une coopération, une collaboration, ou un rapprochement, ou des échanges entre les services de renseignement des deux pays, du Togo et du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que en étudiant les témoignages qui ont été portés à notre connaissance, ce que les supposés complices donc de ce coup d'État ont avoué, qui ont été diffusés, ce sergent-chef qui, contacté par son oncle, il va chez l'oncle et en communication téléphonique avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, depuis Lomé, eh bien, au moment où il se rendait au lieu de rendez-vous avec son véhicule rempli d'armes, et c'est là qu'il s'est fait arrêter par les services de renseignement burkinabés. Donc on peut se dire, soit il a été trahi par des gens depuis Ouagadougou, soit il a été dénoncé depuis Lomé. Alors, d'un cas, dans quelle que soit la situation, il faut bien que l'information vienne de quelque part. Ça montre quand même que les services de renseignement du Burkina Faso, depuis, font un travail louable. C'est vrai que c'est un point important que vous soulevez ici, monsieur, parce que beaucoup, notamment les populations, se posent des questions à savoir pourquoi il n'y a pas d'extradition, pourquoi il est toujours au Togo, pourquoi le Togo accepte d'accueillir quelqu'un qui aurait pour objectif de déstabiliser un pays frère. Alors, ce lieutenant-colonel, qui d'ailleurs, c'est en janvier 2022 qu'il fait son coup d'État contre le président, voilà, et en septembre, donc quelques 8 mois plus tard, il a été démis de ses fonctions. Eh bien, au moment où, comme ça a été dit tout à l'heure ici, au moment où il devait partir, il était au palais, entouré par les hommes de Ibrahim Traoré, et c'est là que la CEDEAO intervient, pour lui faire comprendre que ce n'est pas la peine qu'il insiste, car les rapports de force ne sont pas en sa faveur. Il faudrait qu'il dépose les armes. Parce qu'autrement dit, eh bien, il risque d'y avoir des morts inutiles s'il résistait. Alors, donc il a fini par s'en remettre à la réalité, eh bien, il accepte de partir. Et de là, bon, on lui a quand même accordé un certain nombre de garanties. Écoute, tu pars, eh bien, tu vas être amnistié,
comme ça, tu pars du pays. Et c'est comme ça qu'il se retrouve au Togo, où il mène une belle vie. Il vit pas loin du palais présidentiel, l'emplacement du palais de ce qui à l'époque était l'OUA, l'Organisation unitaire africaine. Et alors il n'est pas malheureux. Mais, toujours est-il qu'il indispose les autorités togolaises par son comportement, par ses agissements. Et à un point tel que, d'abord déjà, en novembre 2024, il y avait une pétition signée par des ressortissants burkinabés qui exigeait son extradition. Tout à fait. C'est important de le dire, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette demande d'extradition. C'était déjà bien avant. En 2024, bien avant qu'il s'en remette. Tout à fait. Et quand il s'en est remis, et là, cette fois-ci, ce sont des ressortissants togolais qui signent une pétition qui est encore en ligne, que chacun peut voir, qui exige le départ de ce tourbillon de leur pays. Qui disent qu'écoutez, nous, Togolais, nous n'acceptons plus que ce monsieur reste chez nous parce qu'il nous pose des problèmes. Il cherche à nous mettre à porte-à-faux par rapport à nos frères du Burkina Faso. Il faudrait vraiment que monsieur Faure Yadema puisse le faire partir. Et pourtant, il est resté, je me retourne vers vous, monsieur Thiam, et pourtant, il est resté parce que l'extradition ne se fait pas aussi simplement que ça. Surtout si c'est une organisation qui demande à un pays de donner l'asile à monsieur Damiba. Donc, quand on parle d'extradition, ça correspond à quoi exactement? Oui, en général, normalement, l'extradition devrait être permise si, par exemple, on utilisait les textes de la CEDEAO. Mais après, il n'y a pas d'accord ou en tout cas une convention collective précise qui justement permet justement l'extradition. Après, quand il n'y a pas justement un accord explicite qui permet justement l'extradition, on peut aller au cas par cas pour voir est-ce que justement il y a une tradition d'extradition dans les deux pays. Donc après, si justement les textes de la CEDEAO étaient encore en vigueur, je pense qu'il y a des mesures de la CEDEAO qui devraient être prises justement pour permettre l'extradition. Mais là encore, c'est au cas par cas et c'est à l'État justement du pays de décider si oui ou non il y aura extradition. Mais après, concrètement sur le terrain, ça m'étonnerait qu'il y ait une extradition de la part du Togo. Baba, vous êtes d'accord?